Donc bonjour, je vais commencer cette série de cours en vidéo sur la tectonique des plaques en démarrant dans la première partie sur des rappels probablement, en tout cas un certain nombre de généralités concernant l'organisation et la structure de la Terre qui vont nous mener par la suite à mieux comprendre les états de contrainte et de déformation qui sont générés, et notamment lors des mouvements des différentes plaques. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'un séisme? Un séisme, c'est un mouvement dans l'écorce terrestre qui va arriver lorsque la roche casse. Donc, il est nécessaire d'avoir une certaine concentration de l'énergie qui va se faire sous un état de contrainte, et lorsque cette roche ne va plus arriver à maintenir cet état de contrainte, elle va pouvoir se casser, ce qui va libérer l'énergie sous la forme d'ondes, des ondes sismiques, qui vont donc donner ces séismes. Alors, sur un séisme, par exemple, ici, imagez un séisme au niveau de la faille de San Andreas, parce que vous avez ici San Francisco, avec la baie de San Francisco. Un séisme va se situer au niveau d'un foyer, et on va appeler l'épicentre, le foyer imagé à la surface de la Terre. Ces ondes, donc, qui vont être générées au niveau du foyer, il y en a plusieurs types. Il y a les ondes tout d'abord dites de volume qui vont se propager à l'intérieur de la Terre. Les ondes P ici qui vont se déplacer par compression-dilatation. Elles s'appellent P parce que ce sont les premières à être enregistrées. C'est les plus rapides, les premières à arriver. Elles vont être suivies par les ondes S secondes qui, elles, sont des ondes de cisaillement. Et puis on va avoir des ondes qui vont se propager uniquement à la surface de la Terre, les ondes dites de surface, avec les ondes L et les ondes R, donc les ondes de Love, ici, et les ondes de Rayleigh, dont on parlera relativement peu. Alors ces ondes P et S, qui sont celles qui vont être les plus intéressantes pour nous, elles vont avoir des vitesses qui vont dépendre de la température, de la pression, de la nature des roches. Enfin, pour être tout à fait exact, ça va être principalement la densité des roches et leurs propriétés élastiques qui vont faire varier la vitesse des ondes de volume. Il faut savoir aussi que ces ondes, elles vont pouvoir être réfléchies, comme ici, lorsqu'elles vont arriver sur une interface entre deux natures lithologiques différentes, par exemple. Elles vont pouvoir être aussi réfractées. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont être légèrement déplacées en termes d'angle par rapport à l'angle incident. Donc ça, l'ensemble de ces caractéristiques sont extrêmement importantes pour arriver à imager l'organisation interne de la Terre. C'est avec l'ensemble de ces informations que l'on va pouvoir faire toutes ces hypothèses d'organisation intérieure de la Terre, et notamment sur certaines réfractions et réflexions. Et puis aussi, d'ailleurs, les changements de comportement des ondes sismiques vont nous donner des informations sur les changements de température, de pression ou de nature des roches. Donc on va utiliser principalement deux types d'ondes, les ondes P et les ondes S. Et on va utiliser une autre caractéristique particulière qu'ont ces ondes, à savoir dans quel type de matériaux elles vont se déplacer. En fait, les ondes P ont la capacité de se déplacer dans les matériaux sous état liquide et solide. Tout simplement parce que leur mouvement en compression-dilatation le peut. Par contre, les ondes S, elles, ne peuvent se déplacer uniquement que dans les solides, le mouvement en cisaillement ne se propageant pas dans l'état liquide. Et cette caractéristique, elle va être aussi très importante. Et c'est donc grâce à ces ondes de volume qu'on va pouvoir reconstruire l'organisation interne en profondeur du globe terrestre. Alors, grâce à un ensemble de calculs, on va pouvoir voir les vitesses des ondes P et S en fonction de la profondeur. On va voir qu'elles augmentent en fonction de la profondeur, avec l'augmentation et de température et de pression, qui s'accompagne d'une augmentation de densité. Arrivé à un certain point, ici, les ondes S ne vont plus passer, seulement les ondes P vont pouvoir passer. Ça va être le passage dans le noyau externe, ce noyau externe étant liquide, parce que les ondes S ne passent pas. Et puis après, elles peuvent passer en théorie, elles peuvent passer dans la graine, mais bon, elles n'y arrivent pas, vu qu'elles ne passent pas le noyau externe. Donc ce modèle est basé sur des observations et des calculs. Donc en fait, quand on regarde plus précisément en coupe, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir tout simplement, depuis un épicentre, ici, les ondes P,
qui vont se propager partout sur Terre, à travers le noyau externe, mais aussi à travers la graine, le noyau interne. Et donc on va pouvoir enregistrer des ondes P, en théorie, presque partout. En théorie, presque partout, ce qui va avoir une zone qu'on va appeler zone d'ombre, ici, la zone d'ombre des ondes P et des ondes S, à laquelle on ne va pas enregistrer d'ondes pour un point qui serait situé ici, tout simplement parce que les ondes P qui vont arriver vont être réfractées, suivant un angle, ce qui fait qu'elles ne vont jamais arriver dans cette zone-là, pour un épicentre à ce niveau ici. Et les ondes S, quant à elles, ne vont pas pouvoir passer à travers le noyau liquide. Donc on n'aura pas d'onde S. Et d'ailleurs, on n'aura pas d'onde S sur une zone d'ombre beaucoup plus grande, tout simplement parce qu'on ne passera pas le noyau liquide. Alors que les ondes P, elles, on va avoir une zone ici où on aura des ondes P, mais pas d'onde S, tout simplement parce que on va quand même pouvoir être transmis à travers le noyau externe liquide, mais simplement réfracté. Grâce à ça, on peut calculer le diamètre du noyau externe liquide. Et donc, il est possible de reconstruire complètement l'organisation interne du globe terrestre. Alors on va le décrire de deux manières différentes. La première description va se faire sur la composition et l'état de la matière. Alors, dans la partie la plus externe, ici, il va y avoir la croûte. Alors, deux types de croûtes, une croûte continentale et puis une croûte océanique. La croûte continentale étant beaucoup plus épaisse que la croûte océanique, mais moins dense. Puis, en dessous, il va y avoir le manteau. Le manteau est solide, comme la croûte d'ailleurs. Il va être il va être divisé en deux entre le manteau supérieur et le manteau inférieur. Lorsqu'on s'enfonce encore un peu plus, on va arriver au noyau externe ici, qui lui par contre est liquide. Et enfin, ce noyau externe, il va renfermer le noyau interne, ou graine, qui lui est solide. Entre ces différentes couches, il va y avoir des discontinuités. Par exemple, entre la croûte et le manteau, il y a une discontinuité ici bien marquée, qui est la discontinuité de Morovičić, ou Mo. Et entre le manteau inférieur et le noyau externe, il va y avoir ici la discontinuité de Gutenberg. Il va y avoir aussi la possibilité de découper ce millefeuille terrestre sous un autre critère, à savoir le comportement de la matière. On va avoir la partie supérieure qui va être la lithosphère, qui est cassante, donc elle va avoir tendance sous la contrainte à se fracturer. Donc ça va correspondre à la partie crustale, de la croûte, et puis la partie supérieure du manteau supérieur. Et puis arrivé à une certaine profondeur, qu'on va appeler la LVZ, que je vais vous montrer juste après, donc la zone de ralentissement des ondes sismiques, on va passer à une autre couche, qui va correspondre au reste de la partie ici de mon manteau, qui va être l'asténosphère, qui est dite ductile. Donc dans ce cas-là, en fait, sous la contrainte, les roches ne vont pas avoir tendance à être cassées, mais avoir tendance à être déformées. La limite entre lithosphère et asténosphère est marquée par une zone de ralentissement des ondes sismiques qui s'appelle LVZ, pour Low Velocity Zone. Elle va être située environ entre 100 et 200 km de profondeur. Donc comme on change le comportement de la matière, du coup, les ondes sismiques ne vont pas se déplacer à la même vitesse et elles vont avoir tendance à ralentir. Les autres discontinuités, dont je vous ai déjà parlé, par exemple la discontinuité de Morovičić, ou Mo, qui est à une profondeur qui va être assez variable, en fonction de si notre croûte est plus ou moins épaisse. Typiquement, sous la croûte continentale, elle va être beaucoup plus profonde que sous la croûte océanique, où elle va être beaucoup plus superficielle. Donc la limite lithosphère-asténosphère, LVZ, entre environ 100 et 200 km de profondeur. Puis on va voir la limite manteau supérieur, manteau inférieur, qui va être entre 660 et 700 km. Arrivé juste avant la limite entre le manteau inférieur et le noyau externe, on va avoir la couche des secondes,
qui correspond à une bande d'environ 200 km d'épaisseur au-dessus de la discontinuité de Gutenberg. Discontinuité de Gutenberg qui est donc la limite entre le manteau inférieur et le noyau externe. Et enfin, la discontinuité de Lehmann, qui va être beaucoup plus profonde, qui aux alentours de 5100 km, qui va être à la limite entre la graine et le noyau externe. Le tout pour un globe terrestre dont le rayon moyen va être de 6371 km. Dans cette Terre, on va avoir des variations des conditions de pression et de température. Alors, lorsqu'on regarde le gradient géothermique, on peut estimer qu'il n'est pas constant. Si on prend par exemple le gradient moyen de conduction, qu'on pourrait estimer à partir si on se mettait à creuser, on trouverait que pour 1 degré, on augmenterait de 1 degré pour 33 mètres d'enfouissement. Et donc si on suit ce gradient moyen, on arriverait à des températures extrêmement importantes au centre de la Terre, qui sont irréalistes par rapport par exemple à la surface du Soleil ou la fusion du nickel, de la silice, du fer, en sachant que la graine est composée de fer et de nickel, et elle est solide. Donc c'est incompatible d'avoir de telles températures, ou en tout cas il faudrait vraiment avoir une pression extraordinaire pour compenser cette augmentation de température. Et donc, il y a probablement un autre moyen de transfert de chaleur, et cet autre moyen de transfert de chaleur est la convection. Donc le gradient de conduction qu'on observe à la surface, en tout cas proche de la surface, n'est valable que pour cette zone-là. Alors, ce gradient géothermique, il n'est pas du tout constant. Comme je vous l'ai dit, il est très marqué dans les parties supérieures de la croûte notamment, et puis lorsqu'on va s'enfoncer un peu plus dans notre millefeuille terrestre, il va devenir beaucoup moins marqué. Alors il va être notamment défini par des transitions de phases expérimentaux de minéraux qui sont par ailleurs connus par des inclusions et donc qui sont retrouvés dans le manteau notamment, avec la transition entre olivine et spinel qui va se faire aux alentours de 1400 degrés, aux alentours de 400 km de profondeur, donc dans ces zones-là. Et puis on va avoir 1600 degrés aux alentours de 670 km de profondeur à la transition spinel-perovskite. Et puis on va être à 4700 degrés à 5150 km de profondeur avec la transition fer solide, fer liquide. Donc si on prend ces différents points, on arrive à un gradient ici qui est beaucoup moins marqué que le gradient que l'on avait de 1 degré par 33 mètres, et donc qui nous donne un géotherme avec une pente beaucoup moins marquée, ici. Une transition assez forte au niveau du passage entre le manteau et le noyau externe liquide, puis de nouveau un gradient beaucoup moins important. La croûte continentale fait environ 30 km d'épaisseur. C'est une moyenne, bien sûr, ça va dépendre de l'endroit où on va être situé. Elle va avoir une densité d'environ 2,7. Et on va considérer qu'elle a une composition de granit, quartz, feldspath. En comparaison, la croûte océanique, elle, fait environ 10 km. Donc ça va être aussi variable, suivant les zones où on va se situer. Bon, alors, en gros, elle va avoir une densité plutôt de 3. Et elle va être d'une composition de gabbro, feldspath, pyroxène, et de péridotite, pyroxène, olivine. Le manteau, quant à lui, qui est en dessous, a une densité plutôt de 3,3. Elle va être une composition de péridotite, olivine, pyroxène. Donc on a différentes couches avec différentes compositions. À savoir quand même que la croûte océanique a une composition qui est beaucoup plus proche du manteau que la croûte continentale. Mais la croûte océanique et la croûte continentale, on va dire en moyenne, ont une densité moindre de celle du manteau. La croûte océanique, qui est celle qui nous intéresse le plus dans ce cours de tectonique des plaques, a une architecture typique récurrente, en tout cas pour certains cas, parce qu'on verra plus tard dans des cours suivants qu'on peut avoir des modifications par rapport à ce schéma, on va dire classique, où on va avoir en profondeur des péridotites,
Et puis au gré de certaines fractures dans lesquelles va pouvoir s'infiltrer l'eau, on va pouvoir trouver des serpentinites. Ces péridotites qui appartiennent au manteau, hein, donc on va pouvoir trouver notamment au niveau de certaines zones le Moro, à 5-10 km de profondeur. Et puis au-dessus, on va avoir une fusion partielle, dont on parlera dans un autre cours, une fusion partielle de nos péridotites qui vont pouvoir donner, par une cristallisation lente, du gabbro, hein, donc qui est composé de feldspath et de pyroxène, ici. Au-dessus, on va avoir le cortège phylonien qui va être des dolérites, feldspath, pyroxène de nouveau, mais avec des grains plus fins. Et puis enfin, à la surface, avec une cristallisation extrêmement rapide, on va avoir des basaltes en coussin, vous pouvez voir ici, où on va avoir un verre amorphe hein, dans sa version, là, vraiment à cristallisation la plus rapide. Les minéraux n'ayant pas le temps de pousser hein, le matériel refroidissant entre guillemets instantanément. C'est sur cette observation que je vais arrêter cette vidéo.